Bonjour, je m'appelle Betty. J'adore mon prénom. J'aurais pu me nommer handicapé par rapport à ce que la société, ma vision par rapport à ce que la société pense de moi. J'aurais pu m'appeler handicapé. J'aurais pu aussi m'appeler tyrannosaure parce que quand j'étais petite, je marchais comme un tyrannosaure et mes potes, ils se sont bien foutus de moi. On s'est bien éclaté. Heureusement qu'il y en avait qui étaient pires que moi. Sinon, je leur ai flanqué les coups de canne. Mais bon, il y en avait, ils étaient pires que moi, du coup. Je me suis tombé. Ouais, mais j'ai été très longtemps en colère par rapport à mon handicap et ce qu'on pensait de moi. Et j'ai eu des belles amitiés dans mon enfance, mais j'en ai gâché beaucoup à cause de pas à cause de mon handicap, parce que les gens, mes amis, ils adoraient mon prénom. Mais à cause de ma colère, j'étais en colère, vous savez, une colère qui pourrait bien se transformer en cancer, un truc dans la gorge, bien étouffant. Ça m'a quand même... J'ai quand même perdu quelques amitiés à cause de ça, parce que les gens en colère, c'est dur à gérer, quoi. Et il y a une amie encore plus profonde. Un jour, elle m'a dit, mais Betty, t'es en colère. C'est bon, on a compris que t'es en colère, quand ta joie, c'est à toi ta colère. J'ai pas compris, c'est à toi ta colère. T'as beau faire, c'est resté gravé dans ma tête, mais j'ai pas compris tout de suite. C'est à toi ta colère, à quoi elle peut servir, à part à monter de l'intérieur, je sais pas à quoi elle peut servir, mais... Un jour, il y a quelques années, avec des copines, je suis allée voir une conférence gesticulée et j'ai rencontré une femme qui ne traitait pas du tout le même sujet que moi, mais elle avait une niaque, quoi, elle était en colère après certains trucs de la société, mais elle avait une douceur dans le visage, je la trouvais douce et elle avait de la niaque, quoi. Et là, c'est à toi ta colère, ça m'a remonté au cerveau. Et moi, j'ai un cerveau quand même. J'ai pas autant handicapé, j'ai un cerveau quand même. Et ça m'a remonté du coup. Et je me suis dit, je vais faire une conférence gesticulée pour canaliser ma colère. Et c'est pour ça que je suis là. Et du coup, je vais vous raconter une de mes premières colères par rapport à mon handicap. Quand j'étais petite, moi j'ai mis très longtemps à marcher. J'ai marché à l'âge de 7 ans et demi parce que j'avais du mal. Avant, je me trimballais. J'ai fait mon école maternelle sur une espèce de petite voiture trotteuse là, et puis j'allais vite avec, et je marchais pas, quoi. Et ouais, j'ai appris à marcher, j'avais 7-8 ans. Et j'ai fait mon CP dans une école normale aussi. Et arrivé à la fin du CP, j'avais du mal à écrire à la main. Du coup, je me servais
d'une machine à écrire. Le soir, j'avais... le soir, après l'école, je devais aller en kiné, en orthophonie, en ergothérapie. Et oh là là, j'avais oublié, je devais aller aussi en orthophonie. Elle m'a fait un truc une fois, je me rappelle, elle m'a fait... je suis arrivée dans son bureau faire ma séance d'orthophonie. Elle m'avait préparé un magnétophone pour enregistrer ma voix. Oh punaise, un vrai film d'horreur. Un vrai film d'horreur. Elle a enregistré ma voix et moi je m'entends parler. Maintenant que je le sais, c'est bizarre, mais quand j'étais petit, je savais pas que je parlais comme ça. Du coup, j'ai écouté ma voix. Oh là là, un film d'horreur. Vous avez déjà regardé des films d'horreur? Ben moi, ça a été mon premier. Enfin, mais vraiment, j'ai pas dormi pendant 15 jours. J'ai pleuré pendant 15 jours. La première petite déprime de ma vie, ça a été là. Enfin bref, la partie là, mais vous m'avez vraiment rappelé un souvenir quand j'étais obligée de vous le dire quoi. Mais j'étais trop fatiguée pour faire mon CE en école ordinaire. Du coup, ma mère, elle a été obligée de me mettre dans un internat où il y avait tout sur place. Il y avait l'école, la kiné, il y avait encore de l'orthophonie, mais bon. Et il y avait l'ergo, enfin bref. Et puis, évidemment, le centre, il était à 60 km. Donc, ma mère, elle faisait ça pour plus que je sois fatiguée. Du coup, je ne pouvais pas m'amuser à faire 120 km par jour. Du coup, j'étais interne. Et ça a été pour moi un déchirement. J'étais super attachée à... On était quatre. Il y avait ma maman, il y avait ma grande sœur et il y avait mon tout petit frère. Ma mère, elle venait d'accoucher quand je suis partie en centre. Anthony, mon frère, il devait avoir 3 mois quoi. Et je voulais rester avec mon petit frère, ma mère et ma soeur. Et j'avais trop peur de louper les premiers pas de mon frère. Enfin, c'était dur, mais pas le choix, voilà, c'était le début de ma vie. Et voilà, du coup, j'ai commencé à développer des angines chroniques qui étaient dues au mal-être. Vous savez, les angines, ça peut avoir des effets, des chocs. C'est dû souvent à des chocs émotionnels. Et du coup, j'ai développé ça au moins une fois par mois. J'avais une angine, mais c'était des vraies angines. J'étais malade comme un chien et je marchais à peine du coup. Donc j'avais 38 de fièvre. Je me cassais la figure de partout parce que j'étais fatiguée avec de la fièvre. Et donc un jour, ma maman, elle appelle un lundi matin, j'avais de la fièvre et tout, elle appelle le centre. Allô, bonjour, Betty ne pourra pas venir, elle est encore malade. Voilà, elle viendra pas. Le directeur du centre, il lui a dit non mais là, Betty elle manque trop. Ah non, non, mais ma mère derrière. Ah non, non, mais je vous promets qu'elle est malade. Ah mais je sais qu'elle est malade. On n'en doute pas une seconde. Et vous devez
absolument la mettre, je vous promets, on va la bichonner, elle va aller à l'infirmerie, elle sera bien tranquille, on va s'occuper d'elle et vous devez la mettre. Et là, c'est sorti du cœur, c'est sorti tout seul. Le directeur, il a dit, on ne peut pas encore se permettre de perdre autant d'argent. Hein. Vous savez, votre fille, elle nous rapporte 1200 francs par jour. Et franchement, on ne peut pas se permettre une telle perte d'argent. Il y avait le haut-parleur à la maison. Et là, j'ai du bas de mes 8 ans, j'ai compris à quoi j'allais servir dans la société. Mais je suis allée en centre, en effet, ils m'ont bichonné, hein. J'étais à l'infirmerie, j'étais bien au chaud, j'avais des médicaments, ils me prenaient la température et tout, j'ai guéri, ils ont été super gentils avec moi et tout. Mais moi, pour guérir correctement, j'ai comme tout le monde, j'ai un cœur et j'avais besoin de câlins de ma maman. Du coup, parce que je suis comme tout le monde, hein. J'ai un cœur, des sentiments, j'aime ou j'aime pas d'ailleurs, ça m'arrive de pas aimer aussi, il n'y a pas de problème, je sais ne pas aimer aussi. Enfin bref, ça, là je le dis avec du détachement, quand j'ai entendu ces mots, je me rappelle encore que j'étais dégoûtée, que j'étais... Et puis, la vie, elle a continué, parce que pas le choix. J'ai commencé à grandir, et vous savez, mes amis, ils m'appelaient tyrannosaure parce que je marche mal, je marche encore mal. Mais par rapport à quand j'étais petite, j'ai fait des sacrés progrès. Et du coup, ma démarche, elle me faisait mal au dos un peu partout. Et pour soigner mes maux, on me donnait des médicaments. Alors, au début, les médicaments, inconsciemment, je savais, hein, c'était pas bon. Je les mettais sous ma langue, je les jetais à la poubelle, parce qu'il y en a qui me connaissent, mais j'étais déjà une rebelle à cette époque. Alors, je les mettais sous ma langue, mais il y a des fois, j'étais obligée de les prendre. Mais à reculons, j'étais la meilleure, j'étais la dernière à l'aller parce qu'on mangeait dans un centre. Et puis, il y avait le réfectoire et ils nous appelaient tous à la queue. Ils étaient là, c'est l'heure du médoc, c'est l'heure du médoc. Et on devait tous se mettre à la queue et on allait chercher le médoc. J'étais la dernière. Bon, copine, tu veux passer? Bah, passe, il n'y a pas de problème. Je te donne ma place, j'irai derrière toi. Et donc j'y allais et au fur et à mesure que je prenais ces médocs, je me suis rendu compte que ça m'enlevait mes douleurs et que c'était bien finalement, parce que vu que maman et mon frère, ma soeur, ils me manquaient, entre deux, ils m'avaient donné des médicaments, des antidépresseurs, et puis je ne dormais pas la nuit parce que maman et mon frère, ma soeur, ils
somnifères. Mais le week-end, j'oubliais, quand je retrouvais ma famille, j'oubliais de prendre antidépresseurs et somnifères. J'avais juste besoin d'amour, quoi. Pas de médicaments. Et... Enfin bref, au fur et à mesure des mois, des années, je me suis rendu compte qu'en fait, ces médocs, ils me robotisaient. J'oubliais mes douleurs, j'oubliais que ma mère me manquait, j'oubliais que je dormais pas la nuit. Du coup, je suis passée de la dernière à la file d'attente. Et au fur et à mesure, plus les mois ils avancent, plus j'attendais. Moi, c'est l'heure du médoc, c'est l'heure du médoc. Et je me suis retrouvée au début de la ligne attendre le médoc. Et j'ai très vite été accoutumée parce que ça voulait, j'oubliais tout quand je... Voilà. J'ai mis longtemps à m'en sortir après, on verra après, mais... Et puis, j'ai continué à grandir. Et je me suis rendu compte, en fait, que malgré tout l'amour que j'avais pour maman, ma maman, elle était pas parfaite. Elle avait des difficultés dans sa vie. Et, en fait, je me suis rendu compte ça petit à petit parce que j'avais une superbe amie. On s'amusait, enfin, le lundi soir, on ne voulait pas dormir à l'heure des poules. On nous couchait à 8 heures, du coup nous on ne dormait pas. Et on se racontait nos week-ends. Et elle me racontait les siens, et je me disais, putain, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes que moi, le week-end. Et j'avais tellement honte que je voulais pas lui raconter mes week-ends, parce que ils étaient vachement mieux que les miens, les siens. Et du coup, quand c'était le moment de raconter mes week-ends, je faisais semblant de dormir. Et un jour, Anita, j'ai ressenti que j'ai pété un plomb et j'ai raconté mon week-end. Et je me dis, mais ils sont pas normaux ces week-ends, ils sont vraiment pas cool ces week-ends. Et le week-end d'après, elle en a parlé à sa mère et sa mère elle a dit ouais, ils sont vraiment pas cool ce week-end. Faut qu'elle en parle à un adulte, à quelqu'un. Et du coup, elle m'a dit, Betty, ma maman m'a dit qu'il fallait pas que tu restes avec ça toute seule et qu'il fallait t'en parler à quelqu'un. Et moi, il y avait quelqu'un que j'aimais beaucoup dans mon centre, quelqu'un qui j'étais très attachée. Et c'était ma kiné. Ma kiné, sans doute, avec le recul, elle était très gentille. Elle était très très gentille, elle m'aimait beaucoup, mais avec le recul, j'ai compris que cette affection, quand même, je venais pas de nulle part.
c'était la dame qui m'apprenait je marchais un petit peu quand je l'ai rencontrée, mais c'était la dame qui m'aidait à mettre mes pieds droits, qui m'aidait, elle m'a appris à monter les escaliers, elle m'a appris plein de trucs et ça crée beaucoup d'affection. Et on discutait déjà bien avec ce qui est Sabine, elle s'appelait, mais je l'aimais beaucoup et je sais qu'elle m'aimait aussi. Suite à ce que ma copine m'avait dit, elle lui a dit bon bah Sabine, faut que je te parle un peu plus. C'est la maman à Yasmina qui m'a dit qu'il fallait que je parle. Et du coup, il faut que je te raconte un truc. Et je lui ai raconté mes week-ends, qui ne sont pas le sujet de ma conf. Du coup, je ne peux pas de mes week-ends de mon enfance. Mais je lui ai raconté mes week-ends et elle m'a dit non, je peux pas. C'est beaucoup trop grave. Je peux pas garder ça pour moi. Faut que je remonte à la psychologue et au supérieur de l'établissement chez ça. Je lui dis oui, mais moi je les connais pas et la psychologue je la connais pas et j'ai pas très envie de la connaître. C'est même pas que je l'aime pas, c'est que je la connais pas. Je peux pas la connaître. C'est toi qui dis et je peux pas en entendre parler. Elle me dit oui, d'accord. Du coup, en réunion d'équipe, elle a parlé de moi à la psychologue. Et la psychologue était très en colère. Non mais Sabine, il est hors de question que Betty, elle te parle à toi. C'est moi la psychologue du centre. C'est à moi qu'il faut qu'elle vienne parler. C'est à moi. Et puis Sabine, elle revient vers moi, elle me dit, bah, Betty, je peux plus t'écouter. J'ai plus le droit, il faut que tu ailles voir la psychologue. Mais moi, je veux pas la connaître, la psychologue. Et dans mes week-ends, j'avais un truc cool. J'avais un chien que j'adorais, il m'adorait. Je lui confiais tous mes malheurs. Et comme Sabine, elle pouvait plus m'écouter, je suis retournée discuter avec mon chien. Betty, c'est l'heure des médocs. Ouais, médocs. J'avais pas que le chien, j'avais des médocs aussi. Et puis aussi dans mes centres handicapés, il y avait aussi beaucoup de... J'étais confrontée, très jeune, j'étais confrontée à la mort parce que j'avais pas mal de mes copains qui étaient myopathes ou autres. Et ils mouraient petit à petit et c'était dur de faire mes copains. Et j'avais l'impression que les éducateurs, en fait, ils étaient habitués, mais nous, pour les jeunes, ça nous choquait un peu. Ils nous disaient, un tel il est mort, un tel il est mort. On avait l'impression que voilà, c'était qu'il n'y avait pas de cœur, quoi. Et puis, au niveau scolaire,
j'avais fini le programme de CM2, c'était cool. À 12 ans, il fallait que j'attende jusqu'à 16 ans pour faire une formation professionnelle. Donc 12, 13, 14, 15, 16, 5 années de CM2. Mon CM2, je le connaissais par cœur, le CM2. Et puis après, on m'a proposé d'aller faire des formations professionnelles. J'ai su quoi choisir parce qu'il n'y avait pas grand choix. Alors, on m'a proposé, j'ai dû faire 3 mois de... J'ai dû faire 3 mois de couture, essayer, donc pour essayer, donc je trempe pas mal, j'ai essayé la couture. Les 3 mois, ils étaient longs. Après, on m'a mis 3 mois en menuiserie. En fait, j'ai fait la journée parce que le prof de menuisier, il a été les voir, il a dit mais j'en veux pas, j'ai pas envie de l'enterrer, elle va se prendre une planche dans la tête, je veux pas qu'elle meure dans mon atelier, s'il vous plaît, mettez-la ailleurs. Donc, j'ai été faire mes 3 mois de cuisine. La cuisine, ça va, me disait, je voulais pas en faire mon métier, mais je me disais, ouais, je vais apprendre à faire deux ou 3 repas pour ma vie plus tard. Et je me mettais à rêver, me disais, ouais, peut-être que j'apprendrai à faire des tartiflettes. J'étais pas le savoir. Je ne faisais pas de tartiflettes là-bas. J'ai appris tout ça. Et je me mettais à rêver, puis je me disais, oh, peut-être que je peux essayer de commencer à apprendre à faire, que je ne perds pas mon temps. J'en ai peut-être assez perdu dans ma vie déjà. Peut-être que je ne perds pas mon temps si je me mets à écouter à fond et que j'apprends à faire quelques repas. Peut-être que plus tard, quand je serai adulte, j'aurai peut-être un mari et des enfants à qui faire manger. Puis après, je me disais, mais dans ma tête, je me disais, mais ça l'a handicapé, tu rêves, tu n'auras jamais de famille, tu n'auras jamais d'enfants. N'importe quoi, arrête de rêver. Et puis je suis allée en horticulture. Ils ne voulaient pas de moi, mais ça j'ai insisté, parce que moi j'avais envie de faire de l'horticulture, alors j'ai insisté parce que j'aime bien l'horticulture, j'aimais bien le métier de... J'aimais bien le métier dehors, j'aimais bien l'écologie, j'aimais bien les plantes, j'aimais bien ce côté garçon, allez, et puis j'adorais quoi. J'ai réussi à passer mon CAP un peu plus tard. Avant, j'ai continué à attendre d'avoir l'âge pour pouvoir faire ce que je voulais. Et en attendant, j'ai pas perdu mon temps. J'ai commencé
c'était le contraire d'oublier. J'oubliais que je les avais déjà pris. Du coup, je les reprenais au lieu de qu'aucune. Et puis j'ai rencontré une super copine qui est pour accompagner le médicament. C'était cool. J'ai rencontré une super copine qui est paranoïaque. J'ai rencontré une super copine qui allait bien avec les médicaments. Bah oui, pour avaler, j'en avais marre de l'eau, ça rouille. Hein. Du coup, pour avaler, il me fallait les médocs, il me fallait la bouteille. Et puis, c'est l'heure des médocs. Hein. Et puis, j'en reprenais un. Et puis voilà, je me débrouillais. Et puis, j'avais l'âge de passer mon CAP. Alors, j'ai passé mon CAP. C'était un petit peu compliqué, mais entre deux verres et deux médocs, j'ai réussi à l'avoir. Et après, je suis allée chercher du travail. Avec un CAP d'horticulture, je suis allée chercher du travail. En tant handicapé, c'était la rigolade aussi. Pourtant, il y avait, je me rappelle dans ma formation pour adultes handicapés, là, il y avait une matière spécialisée qui s'appelait Pôle emploi ou un truc comme ça. Ils étaient là pour nous apprendre à faire des démarches pour chercher du travail. Mais ils ont oublié de nous dire qu'en tant qu'handicapés, on allait en chier pour trouver du travail. C'était peut-être un oublié. Ça arrive à tout le monde d'oublier. J'ai réussi quand même, j'ai trouvé du boulot dans un CES, emploi solidarité. Ça s'appelle plus comme ça, mais enfin bref, c'était mon ordinaire. Il n'y avait pas d'handicapé, j'étais bien. C'était de l'insertion professionnelle. Quand même, 1000 ans de jours de travail, ils gardent 1 an et demi maximum. Et puis il faut laisser la place aux autres. Mais ils peuvent aussi virer au bout de 6 mois. Hein. C'est des contrats de 6 mois renouvelables. Là, ils m'ont renouvelé 3 fois le maximum. Ça veut dire qu'ils étaient contents de moi et moi content d'eux. Je crois que ça a été les meilleures années de ma vie professionnelle. Et après ce CAE, je suis allée... j'avais trouvé un boulot dans un atelier protégé. J'habitais donc, j'étais de la région et j'ai tout quitté pour cet atelier protégé. Je suis allée habiter à Nantes. J'ai pas été de ma morte quand même. J'étais à l'autre bout de la France. Et bon, je m'en fichais. C'était pour faire du travail que j'aimais bien. Et en fait, avec maman, voilà, c'est de la relation, elle n'était pas super. J'avais besoin de prendre de la distance, donc c'était un mal pour un bien. Et bon, j'ai quand même tout quitté pour y aller. Et en fait, j'avais un mois d'essai, et puis que j'avais eu mon CAP et que je me débrouillais pas trop mal. Je savais que je me débrouillais pas trop mal. Et j'étais sur 2 mois, c'était un atelier protégé. Il y avait un mois d'essai. Ils m'ont gardé 10 jours. Je devais faire des boutures
j'adorais faire des boutures. Toute la journée des boutures. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de diversité, mais j'adorais. Et puis, j'étais comme tout le monde. J'étais loin de maman, loin de tout le monde. J'étais comme vous, quoi. Il fallait que je mange et que je paye mon loyer. Et du coup, il fallait du boulot. Et j'ai essayé tous les jours. C'était au rendement, il y avait 15 jours d'essai. Tous les jours, j'ai gagné 5-6 boutures. Je faisais 5-6 boutures de plus que la veille. J'y allais à fond, j'étais motivée, à fond. Mais je faisais 1500 boutures à l'heure. Il en fallait 3000. Alors, au bout d'une semaine, à dégager. Et ils m'ont donné. C'était un atelier protégé, donc ils m'ont donné l'adresse d'un CAT. La différence entre un atelier protégé et un CAT, c'est qu'un atelier protégé, ils n'ont pas le droit de mélanger l'handicap physique et l'handicap mental. L'atelier protégé, je me retrouvais dans un monde handicapé que j'avais quitté et que j'étais contente parce que ça m'avait fait du bien d'aller voir le monde ordinaire. Mais bon, je me disais, après tout, ils sont comme moi, voilà, tu vas. Du coup, ils m'ont dit à dégager, donc, puis ils m'ont donné l'adresse d'un CAT. Et j'ai dit jamais j'irai, quoi. Je l'ai pris et j'ai dit jamais j'irai. Mais du coup, j'avais direct enchaîné avec le CAE, là, le contrat de solidarité, avec donc j'avais droit à quelques mois de chômage. Du coup, monsieur reposé, entre guillemets, j'ai retrouvé plus belle ma copine. Et mes médicaments, ça a été une période où elle et moi, on a été inséparables. C'était vraiment une amitié profonde. Elle ne me répondait pas beaucoup. Mais bon, au bout de quelques verres, tu peux t'imaginer qu'elle te répond, du coup c'est cool. Et après le chômage, il a touché à sa fin et j'arrivais plus à payer mon loyer, à manger. Du coup, j'ai sorti ce vieux papier tout pourri, là, qui avait l'air d'être plein de vin, plein de... Et puis, mais bon, il restait comme le numéro de téléphone. J'ai téléphoné. Ils m'ont pris tout de suite. Hein, je correspondais, je sais pas, entre deux trisomiques qui étaient bien contents. Ouais. Et enfin, j'ai rien contre les trisomiques. Ils étaient gentils. Mais j'avoue quand même qu'au niveau vie sociale, j'espère mieux quand même. Mais bon, j'avais besoin de sous, je suis allée travailler. Et en parallèle, dans ma vie privée, un soir, je suis rentrée du CAT, j'étais complètement fatiguée. Donc, j'habitais en foyer jeune travailleur et en foyer jeune travailleur, il y avait un tarif avec le loyer. Tu étais obligé de prendre
10 tickets resto avec pour aller manger dans la réfectoire. Du coup, bah voilà, un soir, j'étais fatiguée, je suis rentrée, j'avais acheté ma bouteille en route, en revenant, je ne l'avais pas oubliée. Et puis, j'étais tellement fatiguée, j'étais rentrée, je m'étais bourré la gueule. Et puis, vraiment, un point, mais je n'ai plus debout, quoi. Et je me suis dit, vous savez, quand on a bu un coup, c'est plus facile, parce que j'étais complètement renfermée. Et là, vu que j'avais bu un coup, c'était carrément facile. Du coup, je me suis dit, tiens, on va aller manger au réfectoire. Avec des gens normaux, quoi. J'étais dans un foyer de travailleurs, le jeune travailleur, de gens valides. Et je suis allée comme un kikou, quoi, comme Betty la rebelle, avec un coup d'un nez en plus. Et il y a une fille, elle a vu que j'avais bu. Elle a commencé, elle était irritée par mon alcoolisme. Et elle me dit, Betty, quand on vient dans les lieux publics, on se tient mieux. Et puis, je l'ai insulté de tous les noms d'oiseaux. J'ai d'abord commencé par nier. Je lui ai dit, mais toi, tu fais rien de ta journée, t'es pas fatigué. Moi, j'arrive du boulot, je suis crevé. Et toi, de me dire que j'ai bu, quoi. Je suis fatiguée, et toi, tu me dis que j'ai bu. Puis après, elle m'a dit, bah oui, t'as bu. J'ai commencé à la traiter tous les noms d'oiseaux. Et voilà, et puis j'ai mangé, puis je me suis barré. Et puis quelques semaines après, c'était quand même encadré le foyer jeune travailleur, il était quand même un minimum encadré, donc il y a une éducatrice qui vient me voir, enfin une animatrice, ça s'appelait, je suis encore dans les centres où il y avait des éducs, là c'était pas pareil, c'était une animatrice. Elle vient me voir, elle me fait, tu sais Sandrine, la fille que t'as insultée l'autre jour. Oh, bon, insulter, moi, insulter quelqu'un. Et puis, enfin bref, elle a quand même été choquée. C'est quelqu'un de fragile, ce serait bien été excusé. Moi, m'excuser quoi? T'as vu ma vie, je suis la pire des malheureuses. T'as vu ma vie, m'excuser quoi? Parce que j'étais pas mal dans l'apitoiement, parce que ça m'arrangeait bien dans certaines situations. Et quand même, il faut en profiter un peu, quoi. Et puis au bout de 3 jours, ça mûrit. Je suis allée m'excuser et il me fait comme une belle hypocrite. Tu fais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te faire plaisir, mademoiselle, pour m'excuser. Je me dis, j'aimerais bien quand même que tu viennes voir des amis avec moi ce soir et tout pour t'excuser. Je lui fais pas mal d'excuses et du coup je suis allée, j'ai eu un petit coup avant, histoire de pas m'ennuyer quoi. Et puis je suis allée avec elle. Et puis elle m'a présenté à ses amis. Ses amis, c'était super. Ses amis, c'était des gens, ils rigolaient. Il n'y en avait pas un seul de défoncé là-dedans.
pas un seul de défoncé, pas un seul qui avait pris un seul médoc, ni un verre d'alcool. Et malgré qu'ils n'étaient pas défoncés, ils rigolaient, ils s'éclataient. Et c'était la vie de mes rêves, en fait. Inconsciemment, c'était la vie de mes rêves. Parce que j'en avais marre de s'écouter, de ces médocs, quoi. Mais j'avais pas le choix, j'étais obligée, quoi. J'étais trop seule avec mon handicap, avec toute cette maltraitance. Il n'y avait plus mon chien, pour me confier. Du coup, j'avais trouvé la bouteille. Et c'était mon rêve d'arrêter. Et monsieur, quand même, ses amis, je les ai vus et revus. Et c'est devenu mon ami. C'est pas une connasse à ce point-là. C'est devenu mon ami. Et au fur et à mesure, jour après jour, j'y suis allée quelquefois défoncer, parce que quand même, je n'avais pas le choix. Et au bout de quelques mois, quelques semaines, quelques mois, j'avais envie de leur ressembler. J'ai réussi. Je lui ai dit, tu veux pas me prendre un service, venir m'aider? Elle est venue chez moi, elle m'a aidé, et toutes les deux. On a tout jeté à la poubelle. C'est bien. Et j'ai continué la journée à travailler au centre, au Saint-Île. J'avais un chef. On avait le droit à un quart d'heure de pause café. Quelques jours avant, il nous avait montré que c'était pendant la pause café, il nous avait ramené son appareil photo numérique. Il s'était acheté la veille au soir. Ça fait combien de temps que j'ai quitté le CAT? Ça fait plus de 15 ans. Du coup, il y a 15 ans, un appareil numérique. Plus cher. Je me disais, t'as la chance et tout. Et moi, j'étais là, putain, c'est un appareil numérique. Comment je vais faire pour moi m'acheter ma baguette ce soir? Moi, je vais m'acheter mon pain. Et là, il m'a pris les nerfs. Je lui ai dit, mais combien tu gagnes par mois? Il m'a dit 2800 euros. Et moi, en CAT, je gagnais 800 euros plus l'allocation handicapé. Vous avez déjà dû entendre parler de l'âge. Vous savez, le petit sucre qu'on donne à un handicapé pour qu'il se taise, là. Ça s'appelle l'âge, l'allocation handicapé. Et puis, putain, me disait, ouais, qu'est-ce qu'il fout la journée à part nous donner des ordres pour... Enfin bref, j'avais des... Mais bon, dans un sens, j'étais bien là-bas. Et du coup, j'étais la seule qui avait le cerveau à peu près normal. Je dis bien à peu près. Et il me donnait des responsabilités. Je traitais les plantes. J'étais la seule à pouvoir aller chercher les plantes, les boutures avant de les faire, aller tailler les arbres. Donc j'avais besoin de sous et c'était quand même le métier que j'aimais. Du coup, je continuais. Et vous savez, je suis un peu
ma vie parallèle, là, qui m'avait permis de lâcher ma copine pour avoir à d'autres amis, des vrais amis pour de vrai. Et quand même, il y avait quand même un sevrage à faire physique. Du coup, le matin, je suis arrivée au travail parce qu'avant d'arrêter, j'allais au boulot, j'avais déjà... Je me rappelle même plus du goût du café parce que le matin, quand je me levais, c'était un bol de bière avant d'aller au CAT, et puis ma petite dose de médicaments. Je prenais le somnifère le matin, comme je ne voyais pas la gueule de mon chef, c'était cool. Et quand j'ai tout arrêté, il y a eu un sevrage physique quand même. Et le matin, je suis arrivée au boulot. Il me dit, mes copains et tout, mes nouveaux copains, ils me disaient au fur et à mesure des jours, ils me disaient, oh Betty, c'est bien, t'as l'air en forme, et tout, bravo, c'est bien, et tout. Et lui, j'arrive au boulot, il me dit, ah, ça va pas, t'es malade, t'as pas eu ta dose. Et puis dans la journée, j'avais mal au ventre, mal à la tête, le sevrage, il me dit, oh bah, si tu veux, je lui dis, t'auras pas de les prendre, s'il te plaît. Il me dit, ah ben, j'ai pas le droit de donner les médicaments, mais si tu veux, je dis rien à personne, et je te laisse partir un quart d'heure avant, comme ça tu remplisses trop, tu pourras boire ton petit whisky, ton petit pastis, tu vas voir, ça ira mieux après, et tu le diras. Je dis rien à personne. Il m'a donné envie de vomir. Mais bon, j'ai pris mon quart d'heure. J'ai pris quand même, je suis pas allé boire un coup. Et j'ai fumé ma petite clope tranquille. Et dans ma tête, je me suis dit, tiens, vas-y. Et puis, je me suis mis en arrêt parce qu'il m'a saoulé. Et je suis retournée quelques mois Chine avec mes nouveaux amis par ma bouteille. Je suis allée au boulot, j'allais mieux, le sevrage il était fait, j'allais super bien, j'avais une vie à l'extérieur. J'ai rencontré un amoureux, j'étais amoureuse, c'était chouette. Et je suis, oh là là, j'ai continué à traiter, à avoir les responsabilités. Je pensais que à ma vie du soir, qui était devenue une vie, la vie que je rêvais, et puis je gagnais mes sous la journée. Et un jour, je suis tombée enceinte de mon chéri. J'étais amoureuse et je suis tombée enceinte de mon petit égo, là, il est là. Et l'école lui a dit que... J'ai dit à mon chef, j'attends bébé, j'arrête de traiter, il est hors de question que je retraite les plantes avec des produits chimiques, c'est pas bon pour mon bébé. Il avait les bouches parce qu'il n'y avait que moi qui le faisais, sinon il était obligé de le faire. Lui, il fallait qu'il bouge son gros cul. Mais j'ai arrêté, mais c'était sans doute trop tard. 17 jours, j'ai arrêté. Mon petit Hugo, il a qu'un bras. Mon petit qui est bien grand. Et lui qui est grand, mais il était petit à l'époque, Tiffen. Et les
un bras, alors c'est sans doute à cause des traitements chimiques. Là, je voulais améliorer ma conférence, alors je suis allée chercher sur Internet les renseignements par rapport à ces produits chimiques. Et c'était l'année 2009. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'année 2009 où il y a eu une explosion de produits chimiques et il y avait en Loire-Atlantique, en Inde et je ne sais plus où, en Isère. Enfin, il y avait 3 départements où il y avait un peu trop de phytothermes dans l'air et il y a eu à peu près 350 bébés avec une agénésie. Et donc je suis allée sur Internet chercher des renseignements pour vous donner des chiffres et des noms exacts ce soir. Et au bout de 13 ans, ils ne savent pas encore, ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas trouvé. Donc il y a plein de suppositions. Maintenant j'ai lu que c'était peut-être à cause de l'eau du robinet. Il y a plein de suppositions, mais il n'y a pas de fait, il n'y a pas de... Il n'y a rien d'officiel, quoi. Les enfants avec une agénésie, ils grandissent, ils veulent savoir ce qui leur est arrivé. Mais il n'y a rien d'officiel, il n'y a que des suppositions. Et pourtant, les chercheurs, j'ai resté quelques heures. En bref. Hugo, il est né à terme. Il est né avec pile une semaine de retard. Oh là là, j'ai jamais pensé à le dire. Il est né le 24 décembre. Un premier enfant, 24 décembre. Super cadeau de Noël. Il est né le 24, il devait naître le 31, donc à terme. Et puis, on m'a mis dans une unité de grands prématurés. Alors, je n'ai pas tout compris. Et on m'a dit, ouais, on est là parce que tu vas rester. En général, tu ne peux pas rester 10 jours, c'est 3-4 jours maximum, et on va... Mais là, tu as besoin de rester plus, donc on va te mettre en grand prématuré, comme ça tu pourras rester plus. Oui, mais pourquoi on va rester plus? Parce que on va t'aider à faire du lien avec ton bébé. On va t'apprendre à aimer ton bébé. Mon bébé, je l'aimais depuis que j'ai su qu'il était dans mon ventre. En fait, je croyais peut-être que mon handicap m'empêchait d'aimer. Ouais, bah, si vous voulez. Mais bon, au bout de 5 jours, ils m'ont viré. Ils m'ont dit, c'est bon, tu l'aimes, ton bébé, les gars. Et j'étais contente de rentrer chez moi, quoi. Mais bon, quand même, ils m'ont pas lâché. Ils m'ont mis une péricultrice à la maison parce que Hugo, il avait quand même un problème, un clapet mal fermé. J'ai vu, ça arrive à 35% des bébés, c'est pas très rare. Mais bon, le bébé, il vomit tout ce qu'il mange, juste autant qu'il marche. Après, quand tu marches, ça se règle tout seul. Et lui, il n'a pas de bol, avec son bras en moins, il
dure longtemps. Enfin, pas à 7 ans quand même. À 17 mois, il m'a chié. Pas à 7 ans. Il a fait mieux que sa mère. Et puis, enfin bref, j'avais une péricultrice qui venait me peser tous les jours. Et dès qu'il perdait, dès qu'il prenait pas ses 20 grammes par jour, elle me faisait peur. Elle me disait, faut arrêter de l'allaiter, il va mourir. Elle m'avait même dit, si vous l'allaitez, il va mourir. Il a changé les pétitions. Du coup, je voulais pas que mon bébé meure. Du coup, j'ai essayé d'arrêter de l'allaiter, mais mon petit Hugo, il lui faisait un biberon, il mettait sa langue sur son clapet, il voulait pas du biberon, et je lui donne le biberon comme ça, et il tournait la tête vers sa tétée, et je me faisais bien comprendre que son biberon, je ne voulais pas qu'il préfère la tétée, donc j'ai continué à l'allaiter, je lui ai dit, mais il ne veut pas de biberon. La péricultrice, elle lui a dit, mais j'ai essayé le biberon, regardez, il est là le biberon, je vous jure que j'ai essayé, c'est lui qui en veut pas. Et du coup, elle a été faire un signalement, une information préoccupante. Oh, mais j'en ai eu plein après. La première fait bizarre, mais après, au bout de la dizaine, ça va, t'as l'habitude. Après, il y a eu les voisins et tout qui avaient peur. Pas de soucis, après, t'es rodé, quoi. Mais bon, là c'était une professionnelle qui l'avait fait, du coup, il y a une synthèse quand même. Il voulait tirer mon bébé. Et j'avais entendu parler d'une association qui s'occupait de bébés, de mamans, de parents, porteurs d'un handicap et qui aidait les parents handicapés à garder leurs enfants. Du coup, s'il y a une association comme ça qui s'est montée, ça veut dire que des placements abusifs, parce qu'on a peur de parents porteurs d'un handicap, c'est qu'il y en a eu. On m'avait dit d'ailleurs que j'étais pas la première. Du coup, Anaïta, ma deuxième fille, j'ai été à nouveau enceinte. Du coup, je me suis barrée. J'habitais dans un petit village. C'est ballot parce que j'ai adoré ma maison. Elle était belle, elle était grande. J'étais bien dedans. Plein pied et tout. Un petit village tranquille. J'aime pas la ville, moi. Mais bon, quand on a pris la grossesse, on s'est barré en ville quand même pour se noyer dans le monde, pour pas qu'on voie, surtout pour pas que la péricultrice elle suive mon bébé. J'aimais pas la ville, mais j'aimais encore plus mes enfants. Et du coup, voilà, elle a arrêté, on a déménagé et tout. Anaïta, elle est née, et ouais, super. Et puis, Anaïta, il y a quand même eu un problème. Elle était belle et tout, comme Nico. J'ai eu des petits bébés, j'ai eu de la chance
pour pousser, c'était plus facile. Mais il y avait quand même un problème en Haïta. Je lui ai mis son pyjama. Je lui ai mis son pyjama la première fois et tout, habillé. Il y avait une bosse là. Je me suis dit, putain, c'est quoi le problème là? C'est quoi le problème? J'ai enlevé le pyjama et tout. Je me suis rendu compte que j'étais habituée avec Hugo, avec un bras. Du coup, en Haïta, j'avais oublié de mettre son deuxième bras dans sa manche. Du coup, elle avait un énorme bosse là. Après, j'ai rigolé quand je me suis rendu compte. Et je me suis dit, punaise, lequel est le plus normal en fait? Hugo changeait, parce que Hugo, j'ai oublié de vous dire qu'on n'a pas mis de hache à Hugo parce qu'il avait qu'un bras, donc pas de hache. C'était mon Hugo changeait le plus normal, finalement, parce que lui, il n'avait pas de bosse. Quand on lui mettait son pyjama, enfin bref. Et puis, voilà, et puis vous laisse 30 secondes parce que c'est plus l'heure des médocs, mais c'est l'heure de la tétée aussi, parce que j'ai donné la tétée, on a été aussi. Oh, je suis plus dans... Désolée. Et puis, j'ai plus rien écrit après. Et puis, après, en ville, avec les gens, ils étaient rodés, ils me connaissaient et tout. Puis j'étais protégée par l'association qui protégeait les parents handicapés. Donc, on était tranquille. Donc, on s'est même donné, vu qu'on était tranquille, on s'est même donné le droit de faire notre petite troisième. Et même un quatrième après, longtemps après, mais un quatrième aussi. Vous vous rappelez pour quelqu'un qui pensait qu'elle rêvait quand elle apprenait à faire à manger, qui rêvait qu'elle aurait une famille, c'est pas si mal, hein, 4 avec leur papa. Faut dire. Et voilà, après la vie elle est tranquille. Elle est tranquille. On est revenu dans la région parce que pour nos montagnes, au Champi Sud, d'où on allait. Et nous, j'ai retrouvé un petit village. De la ville, ça va bien 5 minutes, 100 mètres. On était tranquille. Puis un jour, j'ai eu un problème quelconque, comme vous, comme moi, un tout petit problème de santé. J'étais obligée d'aller me faire opérer. Et une opération bénigne, même pas une opération d'ailleurs, un examen sous l'anesthésie. Et je suis arrivée à l'hôpital et il y a le chirurgien qui m'opère, qui me dit tu prends quoi parce que vous remarquez que
des professionnels de la santé, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont, vous voyez, hein. Mais non, on me dit vous, mais c'était souvent du tutoiement. Et il me dit, tu prends quoi comme psychotrope? Je fais, rien, je suis juste handicapé à cause de un de tes confrères, parce que je suis née morte à cause d'un de tes confrères, parce que je vous ai pas dit que mon handicap, c'était quand même une erreur médicale, une souffrance néonatale. Je suis née morte. Dommage, je ne me rappelle plus, j'aurais bien aimé me rappeler de l'instant de ma mortalité, mais je suis née morte. Du coup, je lui ai dit, non mais c'est à cause de ton confrère, je suis juste un petit peu handicapée à cause d'une erreur médicale. Et toi, c'est toi qui vas m'opérer. Toi, j'ai dit toi, hein, parce qu'il m'avait tutoyé, donc je vois pas pourquoi l'aurez-vous voyé, on est dans le tutoiement, j'espère ça. Et puis, depuis ce jour-là, on m'a plus jamais embêté, parce que moi, j'ai décidé qu'on m'embêterait plus, et j'avais pris la décision qu'on m'embêterait plus et que je me laisserais plus faire. Il y a encore des petits détails, mais ça a l'importance dans ma vie parce que je laisse courir. Et si j'ai voulu faire cette conférence, c'est pour... il n'y en a pas ce soir, quoi qu'il y a des handicaps qui se voient moins, mais si j'ai fait cette conférence, c'est aussi pour dire aux personnes handicapées de se battre et de ne pas se laisser faire, parce qu'il y a quand même des choses qui changent. Et rien qu'en prenant la décision, ça change, ça peut changer, parce qu'on n'est pas que des têtes handicapés, on est des êtres humains, et on a le droit d'être traités normalement. Et voilà, c'est... Voilà.